Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du vendredi 30 mai 2025. Dans les actualités de ce jour, parlant des événements en marge de la célébration de la fête nationale malagasy, la cérémonie d'ouverture officielle de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de Madagascar et la création de l'armée malagasy se tiendra ce lundi 2 juin sur le parvis de l'hôtel de ville d'Antananarivo. Des activités culturelles, une reconstitution de l'histoire nationale et surtout la levée de drapeaux marqueront cette journée. Cette année, les Malagasy y vivront une fête nationale particulière avec de nombreux événements organisés à partir de ce lundi. Reportage de Aniana Martina sur les images de Sechan Jenab. Nous sommes actuellement tournés vers la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de Madagascar et de la création de l'armée malagasy. La cérémonie d'ouverture officielle aura lieu ce lundi 2 juin sur le parvis de l'hôtel de ville de la capitale Antananarivo, selon l'annonce faite par le comité d'organisation aujourd'hui. Cette journée sera marquée par la levée de drapeaux présidée par le président de la République, Andry Rajoelina. De nombreuses activités sont prévues pour le 2 juin, avec un accent particulier sur les événements culturels. Ainsi, un grand carnaval mettra en valeur les 24 régions du pays. Une reconstitution théâtrale de l'histoire nationale sera également au programme, selon les explications. Cette journée sera aussi marquée par l'inauguration du monument dédié aux 65e année du retour de l'indépendance et de la fondation de l'armée malagasy. Le comité invite d'ores et déjà la population malgache à faire preuve d'unité et de patriotisme. Des mesures particulières concernant la circulation dans la capitale seront également mises en place pour la journée du lundi 2 juin 2025. À partir de 2 juin, de nombreuses manifestations auront lieu dans la capitale et à travers tout le pays pour célébrer ce 65e anniversaire de l'indépendance et de la fondation de l'armée jusqu'au 26 juin, point d'orgue de la commémoration. Le 3 juin, une levée de drapeau avec les élèves est prévue. Le 4 juin, une marche de l'indépendance partira d'Amuziatouv jusqu'au stade Baria. Il y aura également une compétition sportive appelée Coupe du Président de la République. Côté culturel, des représentations théâtrales, des vagues jazz et des spectacles de iragas auront lieu. Le thème choisi pour cette célébration est Ftiavatan Jazan Amtarkafanchsun, ou littéralement le patriotisme, moteur du développement. Toujours dans le cadre de cette célébration du 26 juin, le programme reste inchangé. Le grand défilé militaire se déroulera bien au stade Baria Mamasn le 26 juin, jour J de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance et de la création des forces armées malagasy. Cependant, la démonstration et la parade militaire se distingueront cette année puisqu'elles auront lieu en amont le 18 juin 2025 au stade Maki d'Indotapenak, selon les explications fournies par Aniana Martina et Sechan Jenab dans ce reportage. La démonstration et la parade des militaires, gendarmes et policiers se dérouleront donc le 18 juin prochain, une semaine avant la date du 26 juin, alors qu'auparavant, elle faisait partie intégrante du programme du grand défilé militaire. Cette décision est liée à une organisation particulière prévue au stade Baria. Lancée par ailleurs que cette édition sera spéciale, elle permettra aux citoyens de découvrir les démonstrations sur le terrain des forces de l'ordre, toujours selon les explications. Le stade Maki sera ouvert à tous à cette occasion, pour ceux qui souhaitent assister en direct à cette démonstration militaire. Par ailleurs, il n'y a pas de changement, le grand défilé aura lieu au stade Baria Mamasn. Parmi les festivités marquantes durant la fête nationale figure également le feu d'artifice. Comme déjà annoncé, il se tiendra au Lake Yariv. Des informations seront communiquées ultérieurement concernant l'organisation et la circulation dans les environs à cette occasion, selon les explications. Dans les actualités de ce jour également, il n'y a pas et il n'y aura aucune vente de terrain dans le cadre de l'accord conclu entre le secrétariat d'État chargé de la souveraineté alimentaire et le groupe LR Israël, selon les explications fournies hier soir par le secrétaire d'État. Il s'agit d'un partenariat technique avec cette entreprise du secteur privé basée sur un transfert de technologie. Ce seront directement les agriculteurs qui bénéficieront des avantages de cette coopération à travers l'établissement de l'agropole d'une superficie de 10 000 hectares. Reportage de Aniana Martina et Sechan Jenab toujours.
La contribution du LR Group portera sur la formation, le transfert d'expérience, la technologie, ainsi que la mise en place des infrastructures nécessaires à l'agropole. La gestion humaine, la coordination et l'administration du projet relèveront de Madagascar. Il n'est donc aucunement question de vente de terrain dans le cadre de l'implantation de l'agropole dans notre pays. Ce projet moderne s'étendra sur 10 000 hectares et ce sont les agriculteurs issus de 4 régions, dont Analamang, Bongla, Vagnakar et Alochamangour, qui cultiveront sur ces terrains, vendront leurs produits et bénéficieront directement des avantages et du développement générés. Les informations diffusées affirmant que 60 000 hectares de terrain seront vendus à des Israéliens sont fausses. Selon les précisions, il s'agit d'un transfert de technologie. Israël a été choisi en raison de son expertise technologique et de son expérience en gestion durable de l'eau. L'agropole est une zone de production industrielle comprenant des infrastructures d'irrigation utilisant des énergies renouvelables, des élevages modernes, ainsi que de diverses cultures qui répondent directement à la vision du président de la République, André Rajoelina, en matière de développement du système de production à Madagascar et de réalisation de la souveraineté alimentaire, selon les explications. Sur sa page Facebook, le secrétariat d'État chargé de la souveraineté alimentaire a également appelé les internautes à ne pas déformer les faits ni propager de fausses informations. Toujours dans cette page économique, parlant élevage, de plus en plus de paysans se tournent aujourd'hui vers l'élevage à cycle court. Ce secteur de production qui nécessite protection et soutien, notamment en matière d'alimentation animale, fait face à des évolutions significatives. Le soutien aux paysans producteurs et en particulier aux éleveurs constitue une priorité du gouvernement dans le cadre du développement du système de production, a souligné aujourd'hui le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Toujours un reportage signé Aniana Martina et Sechanginap. Le secteur de l'élevage est un pilier de la sécurité alimentaire et de la création d'emplois durables. Il est donc particulièrement valorisé dans la vision du gouvernement pour le développement du système de production, selon le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. L'agriculture et l'élevage sont indissociables, d'où la priorité donnée au renforcement des compétences des paysans éleveurs. Ce secteur n'est pas seulement une source d'épargne pour les paysans, mais représente désormais une véritable activité génératrice de revenus, selon les explications. Le gouvernement apporte des solutions aux paysans éleveurs, notamment en s'attaquant au problème de l'alimentation animale, qui constitue un frein majeur au développement de l'élevage à cycle court. Le ministre a annoncé aujourd'hui qu'un projet est en cours pour produire localement les matières premières nécessaires à la fabrication de cette alimentation. L'élevage de poulets de chair, de poules pondeuses, ainsi que de porcs fait partie du secteur de l'élevage à cycle court qui connaît actuellement un fort développement, selon les informations fournies lors de la célébration du 30e anniversaire des MPE ou les malgaches professionnels de l'élevage. Cette structure contribue fortement à rendre plus professionnels et renforcer en compétences les paysans dans le domaine de l'élevage. Restant toujours dans ce cadre de l'agriculture et de l'élevage, mais partant à Ntsimdjan où le SIAD est dédié à l'agriculture dans le district d'Ntsimdjan. Le SIAD est un budget géré par les députés pour soutenir le développement local. Rappelons-le, aujourd'hui, le député André Rajoelina a remis officiellement les équipements agricoles obtenus via le SIAD devant le bureau du district d'Ntsimdjan à Bemaswanj. Reportage de Radraman Anzatouf et Zahan Jensu. De nombreux équipements agricoles ont été remis, tels que des motoculteurs Kubota, des moissonneuses-batteuses, des pompes à eau et des sarcleuses. Ce ne sont là que des échantillons des équipements fournis grâce au budget du SIAD pour le district d'Ntsimdjan. Cela fait 2 ans que le district soutient activement les agriculteurs, a affirmé le député André Rajoelina, d'où le choix de ces matériels agricoles. Le district d'Ntsimdjan est le premier à avoir organisé un concours agricole intitulé Andormboul pour cette campagne agricole. Des équipements avaient déjà été distribués aux agriculteurs auparavant et ceux remis aujourd'hui à Bemaswanj viennent compléter cette initiative. Outre les équipements agricoles, des lampes solaires ont également été fournies grâce au SIAD. 1000 lampes au total, dont 600 ont été remises aujourd'hui, les 400 restantes ayant déjà été distribuées auparavant. Le prochain budget du SIAD pour Ntsimdjan se concentrera sur le soutien aux associations de femmes, selon le député.
Aujourd'hui marque aussi le premier anniversaire du second mandat du député Ange Rativaïn, une occasion qu'il a marquée par cette remise d'équipements agricoles. Partons à présent dans la région Ménabé. Nombreuses sont les formations professionnelles et techniques fournies par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle dans la région de Ménabé. Plusieurs communes de la région enregistrent déjà des résultats positifs dans le domaine de la production suite à ces formations. Cette initiative a également bénéficié de la collaboration de la gendarmerie nationale locale, notamment dans la sensibilisation des jeunes pour qu'ils ne sombrent pas dans le banditisme rural, source d'insécurité dans cette localité. À Mourndave, le programme Fzeriaf a également été étendu aux détenus. Anzara Zanarville nous en dit plus. Plusieurs communes de la région de Ménabé ont été visitées durant plusieurs jours par la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Dans la commune de Bézisk, les jeunes formés qui ont mené à bien un projet de culture d'arachide ont reçu les félicitations de la ministre Rassolarsou Marie-Marceline. Par ailleurs, dans la commune de Bémanoung, les récoltes de riz avaient déjà commencé lors du passage de la ministre, une production qui a été rendue possible grâce à une formation technique conjointe dispensée par le ministère et appuyée par la gendarmerie locale qui a su mobiliser les jeunes. Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle est proche de la population et offre des formations ayant des résultats palpables, réitère la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Rassolarsou Marie-Marceline. À Mourndave, la population a également bénéficié de formations dans le cadre du programme Fzeriaf, des formations qui ne requièrent pas de diplôme. Nombreux sont ceux qui sont venus écouter le message d'espoir apporté par la ministre. Même les détenus de la prison de Mourndave n'ont pas été oubliés, puisqu'ils ont également bénéficié de formations leur permettant de mieux intégrer la société à leur sortie. Toutes ces actions s'inscrivent dans le renforcement des efforts du ministère pour mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière de développement humain. Le programme alimentaire mondial, ou PAM, soutient continuellement le gouvernement à travers le BNGRC au Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. Afin de renforcer la capacité du BNGRC à répondre rapidement et efficacement aux catastrophes, le PAM lui a fait don de divers équipements aujourd'hui. Reportage de Sanjessena Mireille et Yves Janel. Le don remis aujourd'hui par le Programme alimentaire mondial, ou PAM, au BNGRC, contribuera au sauvetage des sinistrés dans les zones isolées. Il s'agit de 2 véhicules 4x4 ainsi que des équipements de communication. Ce geste contribue à renforcer continuellement la capacité opérationnelle du BNGRC à répondre rapidement et efficacement. Selon les explications, ces équipements permettront également d'améliorer la coordination sur le terrain. Dans l'actualité sportive de ce soir, les athlètes qui représenteront Madagascar au para-athlétisme ont quitté le pays hier après-midi pour rejoindre la capitale française où ils participeront au Grand Open Handisport Paris 2025, une compétition de 3 jours prévue du 2 au 3 juin prochain. Il s'agit d'un événement d'envergure internationale rassemblant 420 athlètes issus de 60 pays. Les détails dans ce reportage de Felana Rakotarso. Quelques mois après les Jeux paralympiques de Paris 2024, le para-athlétisme s'apprête à disputer la 7e édition du Handisport Open Paris, ou HOPE, qui aura lieu les 2 et 3 juin au stade Charletti à Paris. Le HOPE est une compétition de haut niveau dédiée aux athlètes en situation de handicap, organisée par la Fédération française de handisport, ou FFH. C'est un événement où les meilleurs athlètes de chaque pays viennent démontrer leur talent. Madagascar fait partie des nations participantes et a envoyé sa délégation hier après-midi pour Paris. Le président de la République, Ange Rativaïn, a octroyé des aides aux athlètes par l'intermédiaire du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdullah Marsan Mustafa, lors du départ des athlètes à Yvatou. Le président leur a adressé ses bénédictions et ses encouragements afin qu'ils ramènent de nombreuses médailles au pays. Les athlètes, par le biais du président de la fédération, a affirmé qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes pour amener le maximum de médailles.
C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Lors d'une conférence de presse à Singapour, le président français Emmanuel Macron a estimé que l'Union européenne devait durcir la position collective contre Israël et que la reconnaissance d'un État palestinien était une exigence politique. France 24. Un plan américain pour un cessez-le-feu d'une durée de 60 jours. Dès la première semaine, il propose la libération de 28 otages israéliens, dont certains présumés morts, contre celle de 125 Palestiniens condamnés à la perpétuité et les dépouilles de 180 autres. Par la suite, de nouvelles négociations doivent se tenir pour permettre la libération des 30 otages restants. La Maison-Blanche annonce qu'Israël a accepté la proposition. L'envoyé spécial Witkoff et le président ont soumis au Hamas une proposition de cessez-le-feu qu'Israël a appuyée et soutenue. Israël a signé cette proposition avant qu'elle ne soit envoyée au Hamas. Je peux également confirmer que ces discussions se poursuivent et nous espérons qu'un cessez-le-feu aura lieu à Gaza afin que nous puissions ramener tous les otages chez eux. Le plan prévoit aussi une accélération de l'aide humanitaire à Gaza, supervisée par l'ONU. Une question qui préoccupe particulièrement les ONG et certains pays comme la France, alors que la dernière distribution a tourné au chaos. S'il n'y a pas une réponse qui est à la hauteur de la situation humanitaire qui est apportée dans les prochaines heures et les prochains jours, bien évidemment qu'il faudra durcir la position collective et en tout cas appliquer ce qui est aussi les règles que nous nous sommes données à nous-mêmes, c'est-à-dire mettre un terme à des processus qui supposent le respect des droits de l'homme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et appliquer des sanctions. Le Hamas, qui n'a toujours pas donné de réponse, se dit malgré tout insatisfait par cette proposition américaine de trêve, car elle ne répond pas à ses demandes principales. Le mouvement réclame notamment le retrait total des troupes israéliennes de la bande de Gaza et un processus clair permettant la fin de la guerre. Et pour clore cette édition, depuis 2006, l'ambassade d'Israël au Sénégal offre des moutons aux familles dans le besoin à l'occasion de la fête musulmane de la Tabaski prévue cette année début juin. Les distributions ont eu lieu à Dakar et au Ziguinchor. Ces dons sont dénoncés par des militants de la cause Palestine réunis dans la coalition Sénégal-Palestine en raison de la guerre menée par Israël à Gaza. Ils appellent leurs compatriotes à refuser toutes sortes de cadeaux de l'ambassade israélienne. France 24 nous en dit plus. Nous considérons que consommer les moutons offerts par l'ambassade d'Israël équivaut symboliquement à manger la chair des enfants palestiniens. C'est une tradition depuis 2006. Chaque année, l'ambassade d'Israël au Sénégal offre des moutons à des familles démunies à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd el-Kébir, aussi appelée Tabaski. Une initiative que dénoncent des militants de la cause palestinienne en raison de la guerre menée par Israël à Gaza. Ce qui se passe actuellement, c'est un génocide. Et le fait de prendre ces moutons-là, c'est indirectement cautionner le génocide. On appelle les populations à refuser de prendre des cadeaux qu'on considère issus du sang du peuple palestinien. Malgré cet appel au boycott, 77 moutons ont été offerts à des familles à Dakar lors d'une cérémonie organisée mercredi 28 mai. Our activities is purely to reach out to the people in need here in Senegal, regardless of the conflict in our region. I told the Senegalese we're going to continue doing this beautiful initiative. Also in good days and now in bad days. Lors de la Tabaski, plus de 800 000 moutons sont consommés au Sénégal. Il s'agit de la fête la plus importante de l'année, dans ce pays peuplé à 95% de musulmans. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous dans la suite du programme de ce soir sur Viva. Vous allez suivre l'émission Data avec Jean-Claude Indjemalal. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.